d'échange en réel, hein, sur les actions. Donc, si cet argent, cette hot money, du jour au lendemain décide que, hop, il faut quitter un petit peu l'Europe pour se remettre, je ne sais pas où, en Chine, en Tasmanie, où vous voulez. Donc les gérants, là, qui sont notre airbag virtuel, qui vont tout acheter, ils vont se retrouver, s'ils achètent un, face à des gens qui vendent deux. Donc je leur donne 3 jours pour absorber tout ce qui vient en face. Après ça, ils se feront littéralement défoncer à la baisse. Voilà, donc c'était pour dire que la hausse des marchés est en aucun cas garantie par le fait qu'il y ait des gens en retard. Je vois qu'une main se lève. Oui, mais bon, si on commence à être bon, monsieur, une seule. Plus fort. Non, monsieur, si vous voulez. Ok, non, alors la question c'est, et ce n'est pas une question, c'est je pense qu'à la fin vous allez distribuer des pistolets pour que l'on aille se faire sauter le bouchon. Non, pas du tout. Mais si déjà on peut faire éviter de sauter votre PEA parce que le marché perd 40% et que vous avez écouté cette conférence et que vous vous protégez un petit peu avec des produits qui protègent, hein, j'ai pas dit de sortir toutes vos actions et de vendre le marché à tour de bras, j'ai dit de protéger votre portefeuille. Voilà, alors on expose un avis, monsieur, et on respecte tout à fait les personnes qui n'ont pas cet avis-là. Maintenant, on va passer à quelques graphiques techniques qui sont, eux, historiques. Et on va vous montrer comment ça fonctionne en bourse depuis 40 ans, monsieur. Là, je vais vous montrer des graphiques qui vous montrent comment ça fonctionne depuis 40 ans. Non. Ah oui, non, nous on n'aime pas les contradicteurs. En fait, ils osent plus venir. C'est ça qu'il faut savoir. Vous savez, on en mange toutes les semaines sur BFM, donc c'est pas grave. On va passer aux arguments techniques et on va aller vite. Allez, je vais montrer les graphiques. Il y a une façon de monter sur les marchés. On a une moyenne mobile qui est une moyenne mobile moyen-long terme qui est utilisée par tous les gérants qui s'appelle la moyenne mobile à 200 séances. Et généralement, on monte, on vient prendre appui sur la moyenne à 200 séances, ou bien on vivote autour pendant un an parce qu'on est dans une période d'instabilité, puis on revient prendre appui sur cette moyenne mobile 200 et on continue de grimper. Cette année, les marchés n'ont pas touché la moyenne mobile 200, et ça, c'est la première fois que ça arrive depuis 1994. C'est un moyen de vous montrer que cette hausse est exagérée à court terme, et que ne serait-ce qu'un retour à la moyenne, soit une baisse de 10%, serait légitime et théoriquement complètement expliqué par le graphique que je vous montre là. Vous voyez 2 canaux haussiers sur mon graphique, on est dans le haut du canal noir, avec les cours actuels auxquels on a dépassé le haut du canal noir et on est sur le haut du canal bleu. Donc c'est du grand n'importe quoi, c'est de l'exagération potentielle. Il faut savoir que si on devait sortir par le haut de ce canal, tout excès en bourse est corrigé par un excès. Mais quand je vous dis tout excès corrigé par un excès, c'est vrai. Tout marché qui va tenter de tirer 10% de plus sur la fin d'un mouvement haussier plutôt que de se retourner, fera 10% de plus de baisse à la fin. C'est-à-dire que si le CAC 40 s'était arrêté à 5000 points et n'était pas allé à 6000 points, on serait peut-être arrêté à 3000 points en 2008 au lieu de descendre à 2500. Donc plus on part en mode exponentiel, direction 1800, 1900, 2000 points sur le SP500, plus le retour à la moyenne, ne serait-ce que la normalité des choses, et non pas un krach boursier sans nom, mais la normalité des choses, voudrait que l'on baisse. Moi je suis analyste graphique, hein, technique à la base, je trace des droites, je suis un peu neuneux, quoi, c'est basique. Je trace des droites et je vois que sur le SP500 on arrive sur des hauts de canaux, sur le Dow Jones on est sur des hauts de canaux, des hauts d'obliques, on a des divergences sur les indicateurs. Sur le CAC 40 où tout le monde nous dit que le CAC est haussier à long terme, bon, c'est un canal haussier à faible pente. Moi j'ai tendance à dire que c'est une sorte de gros range, 2800, 4300, 4500. On achète en bas en bourse et on vend en haut. Bon. On a acheté à 2800, 3000 énormément quand on était en 2009, on est monté à 4000, à 4000 on prend ses bénéfices. Par la suite, à 4000 on est revenu à 3000, on est repassé à l'achat. Pour les fans,
Adrien l'a retrouvé, parce qu'il s'inquiétait pour moi. Mais oui, j'ai été acheteur de CAC. Dans le troisième creux que vous voyez vers mi-2012, à 2800 points, il n'y a aucun souci, monsieur. À 2800 points, j'achète des actions bien valorisées et pas chères, sur lesquelles je pense que je peux gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, on est investisseur, on a de l'argent de côté, on se dit je veux rentrer en bourse, bah, payer après 40% de hausse parce qu'il y a des fous qui, aux banques centrales, déversent de l'argent sur les marchés alors que les résultats d'entreprises et d'État sont pourris. Vous faites comme vous voulez, mais moi, ça c'est mon avis et il est partagé, je crois, par mes collègues. Philippe, le CAC GR, c'était spécial pour toi, donc explique-nous ce que c'est et où on en est par rapport aux 10 dernières années. Le CAC 40, le contrat que l'on voit défiler, qui s'inscrit en bas de chaque écran sur les chaînes de télévision, c'est un indice un peu particulier, puisque contrairement par exemple au DAX, au S&P 500, au Dow Jones et à tant d'autres, c'est un indice où l'on défalque les dividendes versés. C'est pour ça que chaque mois, vous entendez par exemple, pour ceux qui suivent sur BFM, vous entendez des spécialistes comme Jean-Luc Fissek vous dire « Ah, ce mois-ci, on a un contrat futur qui est 50 points en dessous du cash ». Parce que l'on déduit par avance les dividendes qui vont être versés. Rien de tel, évidemment, sur le DAX, puisque là, les dividendes sont considérés comme réinvestis, et idem pour le S&P. Donc, pour un gérant situé aux Bermudes, ou même à Zurich, en zone euro, il a une poche action allemande, il a une poche action française, il a une poche action américaine, une poche émergente, et pour toutes les poches, il suit l'évolution de ses placements, dividendes, réinvestis. Et ça nous donne donc un CAC, donc Global Return, qui navigue depuis maintenant 3 semaines entre 9004 et 9550. Alors, je ne sais pas si on pouvait faire revenir ce graphique 5-6 ans en arrière, et là vous découvririez qu'en 2007, le CAC était à 9500. Alors le CAC à l'époque c'était 6168, aujourd'hui c'est 4003, donc vous voyez bien qu'il y a quand même un gap de performance qui paraît colossal, alors qu'en réalité nous sommes déjà revenus sur les plus hauts de 2007 en Global Return. Mais il y a plein de biais, puisque dans le CAC de 2007, il y a de nombreuses valeurs d'abord qui ont disparu. On a changé la composition du CAC, on l'a en quelque sorte amélioré. Même avec cette amélioration du CAC, on n'arrive pas à le booster au-delà de 4300. Mais surtout, ce qui est assez sidérant, c'est que quand vous retirez les banques, vous vous apercevez que le PER moyen sur les 36 actions qui restent, ce PER moyen est aujourd'hui supérieur à ce qu'il était en 2007. Donc on nous dit, regardez le CAC aujourd'hui à 4003, il est 25% en deçà de ses records de 2007, et nous avons donc, par déduction ou par construction, certainement des profits qui devraient parvenir à justifier par anticipation les niveaux actuels. On se base déjà sur des projections en 2014-2015 pour nous dire le CAC 40 il ira forcément à 5000. Et s'il est à 5000, le CAC 40 en 2014, à ce moment-là, en Global Return, il sera à 10 000. Et là, 10 000, ça nous renvoie à mars 2000. Donc le CAC 40 en Global Return n'a pratiquement pas de handicap à reprendre sur les indices européens globaux. Il est juste un petit peu en retard par rapport au DAX, c'est tout. Voilà, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'en 2 phrases, on est sur une résistance historique. Voilà. Et les gens qui regardent le graphique du CAC 40 et qui disent on a cassé les 4000, on va à 5000, c'est complètement occulté ce calcul du CAC 40 qui est différent des autres indices européens. Encore une fois, on vous abuse, mais gentiment, juste sur le mode de calcul réel. Et personne ne parle du CAC GR qui, lui, est pratiquement à ses plus hauts historiques. Alors, vous connaissez la situation économique européenne, française et autres, et le CAC est à ses plus hauts historiques, pratiquement. Est-ce que ça devrait être le cas? Voilà, posez-vous la question.
Ça c'est le FTSE qui donc, moi je suis un peu bêta, hein, donc depuis 20 ans, le FTSE évolue entre 3005 et 6800. Et dans un range, on achète en bas et on vend en haut. Est-ce qu'on est en bas ou en haut? Voilà, c'est la question, mais toute bête. Et franchement, si vous n'arrivez pas à vendre le marché, demandez à un enfant de 5 ans si on est en haut ou en bas. Voilà. Pour ce qui est de la détermination des tendances et la factualité, je vous assure, c'est absolument génial, les enfants. Donc, c'est pas compliqué. On vient de faire 100% de hausse avec une croissance là en Grande-Bretagne qui est de 0,7, avec un quantitative easing qui est déjà en place là-bas. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Répondez-y par vous-même, moi j'ai fait mon truc. En 3 phrases. C'est pour toi. Je vois afficher le graphique du WTI. Non, le WTI me convient Parce très qu'en très plus, bien. c'est moi qui fais ces graphiques. Bon, très rapidement, que ce soit en 2008, en 2011 et 2012, chaque fois que le WTI a fait un plafond, a fait un pic, C'est le carré bleu. voilà, les indices boursiers ont commencé à chuter, à décrocher, à casser leur moyenne mobile à 20 ou à 100 jours dans 10 à 12 semaines suivant le pic des prix pétroliers. C'est les carrés roses. Ouais, je pense que... Et donc, vous pouvez constater qu'il y a un carré bleu qui a été fait, puisque le pétrole est passé de 110 à 90 depuis 10 semaines, et que les indices sont complètement perchés. Donc, partons du principe que c'est 12 à 14 semaines. 10 à 12. 10 à 12. Eh bien, bah, c'est bon. Allons-y, on peut shorter qui peut. Juste une petite donnée en plus rigolote, enfin pas pour tout le monde, mais c'est le prix du pétrole pour un Japonais depuis un an. Il a augmenté de 70% grâce aux bêtises de M. Abe. Donc imaginez-vous ce que ça donne pour un Japonais de mettre de l'essence dans sa voiture. Les prix alimentaires, j'en parle pas, ça a aussi explosé. Alors, ça c'est un graphique de comparaison de la volatilité sur les actions avec la volatilité sur le marché obligataire. Donc, parce qu'il faut savoir que le marché action est un marché ridicule, qu'au-dessus vous avez le marché d'échange et qu'au-dessus vous avez le marché obligataire. Or, celui qui fait des actions, nous parlons des valorisations et qui ne regarde pas le marché obligataire, c'est pas quelqu'un qui fait de la bourse sérieusement. Donc en 2007, on avait les bonds, les bons du Trésor qui avaient commencé à se réveiller comme ils l'ont fait ces derniers temps. Pour ceux qui regardent un peu les bons américains, donc là les taux se sont approchés des 3%, ont fait très peur à la Fed. La Fed a joué donc sa carte quantitative easing à outrance et est en train de refaire tomber un peu, quoique on est de retour, on est autour de 75, de 80, de 73, on est remonté. C'est juste, on a vu que le feu partait, la chambre est en feu, on a balancé une grosse bassine, ça s'est calmé là pour à peu près une demi-après-midi, et la suite on l'attend. Et la suite c'est une forte augmentation de la volatilité sur les marchés, et ça traduit souvent un marché correctif. J'ai pas dit un krach boursier, j'ai dit un marché correctif. Ça c'est le VIX, donc le Volatility Index qui mesure la volatilité. C'est ce qu'on appelle aussi l'indice de la peur. La première envolée que vous voyez sur ce graphique, c'est 2008. C'est le marché sur les options s'emballe, le marché action s'emballe, la volatilité augmente, et donc quand on traduit cette volatilité, on a le VIX. Or, quand vous voyez que le VIX s'envole, eh bien généralement, ça va avec des pics de nervosité sur les marchés, et ça va avec une baisse des cours. Or, ce VIX est dans sa période une période de complaisance extrêmement longue, d'une part, et d'autre part, il est sur ses plus bas historiques de 30 ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un krach boursier, mais ne serait-ce qu'une consolidation, voire une correction, serait totalement envisageable, sachant qu'on est sur support sur cet indice de la volatilité, qu'on est dans une complaisance extrême, et que souvent, après la complaisance, on a la baisse. J'allais pas en prendre 20 des exemples, parce que ceux qui sont mauvaises langues le resteront de toute façon, mais ça c'est pour vous donner un petit aperçu de comment ça se passe la bourse.
On va écrire la bourse pour les nuls, un de ces quatre. Hein. Même si là, on n'a pas été bon, et je vous l'ai dit au début, et je le reconnais. 1987, on monte en ligne droite et on prend 20 à 30% de hausse sur les indices jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, on lâche littéralement. Et la hausse du SP500 en 2013, elle est de la même manière qu'elle l'était en 87, très forte, exagérée et limite euphorique. Une news suffit. Une news peut suffire. Et alors là, waouh. Toi, tu vas passer... on est là-bas, désolé. Argument psychologique, ça. Voilà. Dow Jones, cycle émotionnel de l'investisseur. On a des phases de peur quand on est tout en bas, tout le monde sort des actions, puis ça monte, on est optimiste, et puis quand ça commence à s'exciter, à être euphorique, là les investisseurs particuliers rentrent. Est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire ce schéma-là? Auquel cas, est-ce qu'on n'est pas plus haut à la fin du cycle émotionnel de l'investisseur qu'au début? Posez-vous la question. Le Nasdaq vient de faire x3,5. Twitter est une société qui vient de se coter en bourse, qui ne gagne pas une thune, et elle a fait 80% à l'introduction. Est-ce que c'est pas traduire l'euphorie des marchés? Posez-vous la question. Les SSI réseaux sociaux. Le SSI, pour ceux qui connaissent, c'est les positions des traders particuliers sur les marchés. Généralement, quand on voit que les particuliers sont 60% à la vente ou 70% à la vente sur un indice, cet indice monte, parce que les particuliers sont majoritairement perdants. Donc on regarde quels sont les positionnements des particuliers et on fait l'inverse. Or, quand on a 50, 60, 70, 80% de particuliers à la vente, généralement l'indice va grimper. Mais quand on arrive à un niveau historique de vente chez les particuliers, on est à un point de retournement potentiel. J'en ai parlé à de nombreuses reprises, il y a 2 semaines, rappelez-vous, sur l'euro-dollar. Il y avait 60, puis 70, puis 75, puis 85% de vendeurs sur l'euro-dollar. Et ce jour-là, je vous ai dit, sur les 5 dernières années, le SSI sur